هذا البرنامج برعاية موبيليس الشركة التكنولوجي والراعي الذهبي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. Bonsoir, nous parlons beaucoup ces derniers temps de changement climatique. Saison déréglée, températures trop hausses, trop basses, conditions météorologiques sévères, voire même extrêmes, catastrophes naturelles répétitives, ce sont là quelques conséquences observées un peu partout dans le monde. Ces changements climatiques sont provoqués par l'homme et bien sûr les gaz à effet de serre que génèrent les différentes activités industrielles. Lorsque les émissions de gaz à effet de serre se multiplient, eh bien ces derniers agissent comme une couverture autour de la Terre et retiennent finalement la chaleur du Soleil. Un phénomène inquiétant qui entraîne alors un réchauffement de la planète. Quels sont les véritables dangers de ce phénomène, les répercussions sur les êtres vivants de manière générale? Quel est le poids de la question climatique sur les agendas internationaux? Les grandes puissances seront-elles prêtes un jour, finalement, à jouer le jeu? L'émission de ce soir est intitulée « Changement climatique, enjeux et conséquences ». Bienvenue dans Insight. Et voici notre plateau pour ce soir. Mohamed Amimour, ingénieur en géophysique, doctorant en économie de l'énergie, expert consultant en énergie et changement climatique. Docteur Amimour, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci. Mon cher Nourdine Azouz, directeur de rédaction de Reporter et notre consultant comme tous les mercredis soirs. Nourdine, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Alors, cette notion de changement climatique, je vous pose la question en premier, Mohamed Amimour. Finalement, comment on peut l'expliquer au commun des mortels? Dérèglement des saisons, des températures incontrôlables qui deviennent soit trop hausses, soit trop basses. En deux mots, comment peut-on introduire notre thématique d'aujourd'hui? Bon, en deux mots, c'est toujours compliqué d'expliquer une notion et un concept scientifique, surtout que la confusion entre la météorologie et la climatologie est courante. Elle même a été faite par un célèbre président américain que je ne citerai pas, comme ça il ne revient pas, et qui a été repris par une jeune adolescente et qui lui a expliqué la différence entre le climat et la météorologie. En très bref, le climat et le changement climatique, c'est le changement du climat que connaît la Terre sur de très longues périodes. Donc on parle de 20, 30, 40, jusqu'à 50 ans. La météorologie, c'est le changement du temps que l'on peut observer sur l'échelle d'une semaine, d'un mois, ou voire d'une année, lorsqu'on observe la différence entre les différentes saisons. Donc pour revenir dans le vif du sujet et parler d'augmentation de la température, pour ce qui est du changement climatique, on parle d'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre sur une longue période de temps. La confusion qu'il peut y avoir, c'est que, et on peut l'élucider ainsi, s'il y a une augmentation d'1 degré sur l'échelle de la planète, sur l'échelle d'une région, cette augmentation peut atteindre 2 jusqu'à 10 degrés. Il y a aussi un problème sémantique qui a été très souvent colporté, si je puis dire, c'est l'emploi du terme réchauffement climatique et de constater, cependant, des pics de froid et des vagues de froid qui s'étalent, qui arrivent beaucoup plus souvent. Et à ce moment-là, justement, on constate que le changement climatique implique un dérèglement climatique qui donc, apporte à la fois des pics de température et à la hausse et à la baisse. On l'a eu un peu cette année, un hiver qui a trop tardé et puis un été qui est quasiment venu rapidement, on l'a constaté. On a surtout constaté que depuis 2007, on n'a pas arrêté de battre des records de chaleur dans le monde entier. On voit des continents qui ne sont pas normalement habitués à des climats, je citerai des pays tels que le Groenland ou la Sibérie ou le nord de l'Amérique, qui connaît aujourd'hui régulièrement des canicules de très très fortes températures. Mais encore une fois,
cette confusion peut être maintenue si on continue à résumer la question climatique à une question de température. Le changement climatique aujourd'hui est reconnu par le monde entier à travers les différentes réunions qu'il y a eu, les différents groupes d'experts et d'analyse des travaux scientifiques comme la plus grande menace à laquelle fait face l'humanité pour ce siècle, pour les siècles à venir. D'accord. Nordin Azou, c'est un sujet qui vous tient à cœur. On en a toujours parlé, même dans les coulisses. Absolument. Moi, c'est une confusion que j'aime bien entre climatologie et météorologie, parce que même si c'est une confusion que les experts refusent, moi, c'est une confusion que j'admets. Pour la simple raison que dans le langage de la météorologie, des météorologues, il y a une vérité du genre température au-dessus des normales saisonnières. Et Dieu sait que le mot au-dessus est quand même assez chargé, on le sent tous les jours. Ou bien dans le langage populaire tous les jours, il n'y a plus de saison. Donc c'est quand même significatif de quelque chose qui nous renseigne sur le dérèglement climatique ou le réchauffement climatique. Bon, maintenant, pour les spécialistes comme M. Armigol, peut-être qu'on peut en débattre, etc. Mais je pense que cette confusion-là, quand même, nous permet quand même de dégager un certain sens sur ce qui se passe sur nos têtes. C'est-à-dire que le climat est en train de changer de manière à changer complètement les saisons. Il n'y en a plus. Les étés sont plus chauds. La pluviométrie devient volatile et parfois inexistante dans certains pays, créant ce que vient de dire M. Armigol, parfois des vulnérabilités et des situations ingérables pour les gouvernements et pour les sociétés. Donc, il y a dans le langage de la météo quelque chose qui nous renseigne sur ce qui se passe, voilà, et qui fournit du sens sur le débat de ce soir. Si je peux réagir rapidement, bien sûr, à la grande différence, et d'ailleurs c'est tout l'enjeu de cette question-là, lorsque le GIEC a été mis en place en 1988, c'est ça, et qu'il a déposé son premier rapport en 1990, et je fais un bond jusqu'à 2022 où il a posé son 6e et dernier rapport, il s'agissait de répondre à une question. Est-ce que l'être humain a un lien absolument dans ce changement climatique ? Alors que la météorologie, on le sait, on n'a aucun lien dans le changement météorologique. Par contre, et comme vous l'avez dit dans votre présentation, l'activité humaine, effectivement, elle a un effet aujourd'hui, il n'y a nul doute sur la chose, a un effet direct sur le changement climatique. Alors, vous parlez du GIEC, justement, avec Al Gore et la présentation du rapport sur le climat. Il a carrément obtenu un prix Nobel de la paix. Vous parliez d'un président américain, je le cite, Al Gore, qui était candidat à la Maison-Blanche. En quoi cette histoire de changement climatique a un lien avec la paix ? Voilà, je vous pose la question toute bête. Alors, le prix Nobel en question, donc, il est arrivé en 2007, alors que, comme je le disais, le premier rapport du GIEC était en 1990. L'intitulé du Nobel était pour avoir vulgarisé et diffusé et sensibilisé le grand public à la question du changement climatique. Mais si on y regarde un petit peu de plus près, il y a une réelle remise en question dans ce documentaire-là sur le modèle économique qui est dominant aujourd'hui, enfin depuis ce jour-là, depuis quand même pas mal d'années. Donc une remise en question sur le modèle économique, sur la façon de produire, la façon de consommer, la façon de transporter les biens, la façon de commercer. Et en soi, on a compris par la suite que les répercussions de ce modèle vont être bouleversantes pour l'ensemble de l'humanité et en particulier pour la partie la plus vulnérable et la moins responsable. Je pense que, et c'est admis aujourd'hui, on le sait de plus en plus et on l'accepte de plus en plus pour mieux y faire face, que c'est un enjeu, l'un des enjeux les plus importants de l'humanité que depuis que l'humanité existe. D'accord. Si on faisait un peu d'historique sur ces 30 ans, la prise de conscience sur cette question des changements climatiques, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus au juste ? Comment les choses ont évolué ? Alors, je vous passerai le passage sur l'historique des scientifiques qui ont commencé à comprendre et décortiquer l'effet de serre, l'atmosphère, l'interaction avec le Soleil, l'ensemble des autres planètes, etc. Le nom d'Arrhenius est connu, a été connu à la fin du XVIIIe siècle, où il a commencé justement à un peu décrypter l'ensemble de ces équations-là. Mais réellement, où ça commençait à devenir une question politique et d'inquiétude, et identifiée comme une menace,
Je dirais que c'est dans les années 70 où notre région a connu la fameuse grande sécheresse soudano-sahélienne, où il y a eu des centaines de milliers de morts, où à cette époque-là, l'OMM, donc l'Organisation mondiale de la météorologie, a commencé à disposer et à dispatcher un ensemble une batterie de stations pour mesurer justement à la fois les variations de température, mais également le changement la concentration des gaz à effet de serre. L'Algérie n'était pas en reste à cette époque-là. Immédiatement, on a commencé à prendre le problème très sérieusement, étant un pays aride et semi-aride. On a tout de suite vu les impacts que ça pouvait avoir sur l'eau, sur l'approvisionnement en eau, sur les aquifères, sur beaucoup de choses, l'agriculture, on en reparlera tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est que dès ce moment-là, même si on ne le nommait pas ainsi, comme un concept du changement climatique, les organisations qui s'occupaient de la météorologie commençaient à observer le phénomène et à essayer donc de mettre en place, de revenir vers les politiques pour y répondre. Nordine ? Oui, d'abord une appréciation sur la corrélation entre le prix Nobel Al Gore et notre thème aujourd'hui. Moi, je pense que la réponse la plus simple, c'est que le dérèglement climatique, et notre invité ne me contradirait pas sur cette question-là, est source de conflits et source de conflictualité aussi. Quand vous avez des réchauffements climatiques qui impactent des zones et des géographies importantes, vous avez une migration de population, parce que ces populations n'ont pas de quoi vivre, n'ont pas de quoi boire, n'ont pas de quoi manger, donc ils émigrent vers d'autres espaces. Automatiquement, il y a une source de conflictualité. Donc ça peut être aussi aujourd'hui, si l'on revient au dernier débat à Bonn, là récemment, qui prépare le prochain sommet de Sharm el-Sheikh, il y en a qui parlent même de sources de guerre. Parce que vous avez par exemple dans certaines zones africaines des conflits entre les éleveurs et des cultivateurs, parce que les éleveurs n'ont pas où faire paître leurs troupeaux, les cultivateurs, parce qu'il y a un manque d'eau, parce qu'il y a un manque de ressources hydriques, ont peur pour leur culture, et ça crée des conflits. Forcément. Pour revenir à la question de l'historique, très juste que la question est en débat depuis les années 70. Vous savez que le premier sommet sur la Terre, c'est pas Rio 92, c'est Stockholm 72, dont on fête cette année le 50e anniversaire et auquel a participé récemment le Premier ministre. Donc, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, il y a une véritable inquiétude qui s'est accompagnée d'une mobilisation d'abord des groupes non gouvernementaux et ensuite des gouvernements et qui aujourd'hui fait, comme nous le savons, un débat international et un débat qui est plutôt abordé sous le sceau de l'inquiétude quant à l'avenir de la planète. Très bien. Alors, Mohamed Amimour, l'action de l'homme, première responsable de cette situation, on en parlait depuis le début. Il y a une panoplie, en tous les cas, d'actions qu'on peut citer, l'industrialisation, surexploitation des ressources naturelles, déforestation, d'autres causes aussi qu'on peut citer ce soir. Vous avez à peu près tout cité, mais peut-être on va aller en profondeur sur, par exemple, l'industrialisation. Il faut savoir que depuis l'invention du moteur à vapeur qui lui-même utilisait du charbon, donc la première ère industrielle, ensuite on est passé au pétrole, ensuite on est passé à d'autres énergies telles que nucléaires. Ces différentes phases de transition énergétique, donc pour dire qu'on en a déjà vécu pas mal par le passé, ont accompagné les différentes révolutions industrielles qu'on a connues. Donc dans l'industrialisation en particulier, il faut relever que tout est devenu industriel. La santé est devenue industrielle, l'agriculture est devenue industrielle, la culture est devenue industrielle. Donc c'est l'ensemble du modèle économique qui devient absolument dépendant des énergies fossiles, qui, pour le dire très simplement, et depuis, comme je le disais, depuis la révolution industrielle, s'est appuyé sur la machine, donc pour remplacer le travail de l'homme. Et l'ensemble des machines que l'on utilise pour tout, pour le transport, pour la scierie, pour toutes les industries qu'on peut imaginer, pour toutes les fabrications qu'on peut imaginer, utilisent essentiellement des énergies fossiles. Donc, on peut à la fois incriminer, bien entendu, les énergies fossiles, comme c'est le cas depuis pas mal d'années. On peut également incriminer le moteur thermique. C'est pas le sujet. Mais vous avez aussi cité la déforestation. La déforestation étant un puits de carbone. C'est l'équilibre dans le cycle du carbone qui permet justement la vie sur Terre. Le fait justement les surfaces agricoles grignotent un petit peu sur les surfaces forestières. Donc c'est finalement pour se nourrir
qu'on va grignoter sur les surfaces forestières et on réduit la capacité de la planète à absorber du CO2. L'élément que vous avez cité, l'élément de la surproduction, de la surconsommation ou de la surexploitation des ressources naturelles n'influe pas directement sur le réchauffement climatique, mais il cause des problèmes environnementaux avérés. L'industrie, par exemple, minière ou toute industrie qui surexploite, que ce soit l'aquaculture ou la pêche ou l'agriculture qui surexploite ce que peut offrir la planète, fait que l'équilibre est menacé. Il y a aussi la raréfaction des ressources en eau, et là, l'impact est direct. Direct. Répercussions graves. Absolument. L'élévation de la température agit directement sur le cycle de l'eau, que l'on connaît tous, qu'on a étudié à l'école, mais il y a d'autres phénomènes qui vont aggraver ce cycle de l'eau, comme l'artificialisation des sols, qui va faire que ce cycle de l'eau va s'accélérer. Cette température va faire qu'on va connaître des périodes de sécheresse plus longues, des températures plus élevées, des canicules plus répétées, et à contrario, comme je le disais tout à l'heure, des pics de froid plus importants, des inondations, des vents violents, ce qu'on a appelé donc les phénomènes météorologiques extrêmes. On a déjà vu aujourd'hui à la télévision les tempêtes de grêle, des grêles très importantes, comme je le disais, donc des vents violents. L'ensemble de ces phénomènes météorologiques extrêmes, in fine, sont une grande menace, non seulement pour l'humanité, mais pour les infrastructures sur lesquelles se repose l'humanité. Voilà. Nordin Azouz, d'autres causes qui vous viennent à l'esprit ou un clairement, commentaire? d'abord, c'est l'industrialisation qui est d'un impact vérifié, documenté. Avéré. Pour revenir un petit peu à la météorologie, le comparatif aujourd'hui, c'est quoi? C'est la période pré-industrielle, c'est 1850-1900, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, à cela, il faut ajouter aussi la déforestation, parce que la déforestation et le fait de s'attaquer aux grands bassins forestiers, l'Amazonie aujourd'hui, dans les grands lacs et au Congo par exemple, a un impact direct aussi sur le fonctionnement du climat. Et c'est une des raisons qui nous font sortir aujourd'hui du confort que nous avions auparavant, que l'été c'était l'été, l'hiver c'était l'hiver, etc. Il y a un autre élément aussi important, c'est l'urbanisation effrénée aujourd'hui. Dans les années 1850-1900, l'urbanisation n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui. Donc ces trois éléments aujourd'hui sont en interaction pour impacter aujourd'hui le climat de la planète. Alors, on a parlé des conséquences directes, il y a aussi des conséquences indirectes. On pense aux crises sanitaires et à la prolifération des maladies. Mohamed Amimour. Alors, moi, chacun va plaider pour sa paroisse, mais j'ai juste envie de dire que tous les gens qui ont travaillé dans le domaine du changement climatique savaient pertinemment que nous vivons depuis une quarantaine d'années une épidémie d'épidémies. Et nous savons que tout bouleversement climatique, donc, et qui induit effectivement une raréfaction des ressources en eau, induisent indubitablement des problèmes sanitaires. Les problèmes sanitaires sont effectivement une des répercussions, des causes indirectes. Mais pour revenir un petit peu et voir comment se conjuguent à la fois le problème climatique et le problème météorologique, nous savons que lorsque il y a une météo dite clémente, qu'il y a un anticyclone, qu'il y a une chaleur donnée, qu'il n'y a pas de vent, c'est là où la pollution stagne. À ce moment-là, les problèmes sanitaires, et on l'a vu dans des pays comme la Chine, deviennent vraiment très sérieux. Sans rentrer dans les chiffres qui sont communiqués par l'OMS, le nombre de morts par problèmes respiratoires, maladies respiratoires, maladies pulmonaires, AVC, problèmes cardiovasculaires est en nette augmentation. Et le problème de pollution qui se conjugue au problème du changement climatique, et j'aimerais là rapidement faire un distinguo entre les problèmes environnementaux et les problèmes climatiques, parce que là, à ce moment-là, il y a souvent des confusions. Le problème environnemental est un problème local ou régional, c'est-à-dire qu'il est induit par un acteur donné et il y a un impact donné dans le territoire. Tandis que le changement climatique est un impact global fait par un acteur qui est en dehors du territoire, ce qui fait la difficulté de la solution. C'est-à-dire qu'il faudrait agir ici et maintenant pour un résultat plus tard et ailleurs. Très bien.
Alors, on a passé un bon petit quart d'heure à vous expliquer un peu ce phénomène des changements climatiques, la notion, comment elle est cernée, comment elle est comprise, les conséquences directes et indirectes. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et surtout expliquer les enjeux économiques sur la planète, sur nous-mêmes, sur l'individu et tout le reste. D'abord, première question, Mohamed Amimour, où sommes-nous aujourd'hui, clairement, concrètement, avec les 3 derniers rapports du GIEC dans ce domaine? Oui. Y a-t-il péri dans la demeure? La réponse est oui, toujours oui, depuis qu'on a connu ces rapports-là. Alors, il y a un certain nombre d'informations qui ont été confirmées par rapport aux anciens rapports. Donc, le côté anthropique, l'aspect anthropique du changement climatique est confirmé. Le réchauffement se fait plus vite que prévu. Donc, les objectifs qui ont été tracés de 1,5 degré, a priori, sont hors de portée pour 2040. Cela dit, donc je rappelle qu'il y a eu 3 volets dans ce rapport-là. Donc, le premier qui rappelait un petit peu la science du changement climatique. Je rappelle également que c'est une synthèse d'un très grand nombre de travaux de différents scientifiques. Il s'agit de géophysiciens, d'astrophysiciens, d'hydrologues, de géologues, de botanistes, d'agronomes. Et ce ne sont pas donc des études qui sont faites ad hoc. Donc, c'est la compilation. Et peut-être aussi, je rajouterai ça sur le prix Nobel de la paix, qui était un modèle de gouvernance exceptionnel. Le fait justement de pouvoir compiler ce nombre d'études scientifiques et en tirer une conclusion utile pour l'ensemble de l'humanité. Donc pour poursuivre, l'ensemble de ces impacts-là aujourd'hui est connu, mais pour revenir sur les impacts économiques que vous avez évoqués, d'abord, les phénomènes météorologiques extrêmes, s'ils viennent menacer les infrastructures actuelles, c'est-à-dire les routes, les réseaux télécoms, les réseaux de distribution de gaz, il y a déjà un impact certain sur l'économie. Mais là, c'est là où je rejoins notre ami qui parlait justement du lien avéré entre changement climatique et sécurité. Je rappelle que lors de l'ouragan Katrina, les forces armées américaines et les forces d'urgence qui devaient aller porter secours aux victimes n'a pas réussi à atteindre les sites où se sont passés les événements, justement parce que les infrastructures routières et le reste des infrastructures a été détruit. Donc, ça c'est pour le côté de la menace. Mais il y a d'autres enjeux qu'on peut citer très rapidement, des enjeux financiers très importants, on commence à les voir, et des enjeux économiques sur des nouveaux marchés qui commencent à se profiler. Le premier auquel on peut penser ici en Algérie en particulier, c'est les énergies renouvelables, mais on peut penser également à la mobilité. Il y a un enjeu diplomatique très très fort, puisque c'est une question qui va rebattre un petit peu les cartes dans les alliances. Il y a un enjeu technologique qui est absolument important, puisque la révolution numérique est identifiée comme un vecteur important pour porter à la solution. Donc il y a plusieurs enjeux, à la fois du côté de la menace, mais également au côté de l'opportunité. Et finalement, le poids de ces questions climatiques sur les agendas internationaux, comment on peut au juste le définir, et je laisserai Nordine juste par la suite commenter. On peut le résumer très rapidement. Par exemple, on peut voir qu'il y a des pays qui sont en concurrence, en compétition. Je citerai donc les États-Unis et la Chine. Mais sur ce qui concerne l'agenda climatique, il y a des accords, il y a des ententes. Lorsqu'il s'agit d'opérer ensemble en Asie du Sud-Est, justement, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, à ce moment-là, il y a des opérations conjointes. On peut également généraliser, et puis on constate aujourd'hui qu'il y a plusieurs blocs. Avant, il y avait 2 blocs dans le changement climatique, les pays responsables ou dits responsables, les pays de l'annexe 1, et puis les pays en voie de développement ou sous-développés, donc pays de l'annexe 2, qui n'étaient pas responsables, mais première victime du changement climatique. Aujourd'hui, on est dans une autre configuration, puisque les émergents sont devenus de gros émetteurs également. Les pays tels que le Brésil, l'Inde ou la Chine sont devenus donc de gros émetteurs par leur consommation. Brièvement, je pense que cette question la diplomatie climatique en soi est devenue un sujet à part entière. Et c'est un sujet qui a les vents en poupe, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tout le monde veut être ambassadeur de bonne volonté ou ambassadeur pour défendre cette cause. À mon avis, ça va devenir de plus en plus l'alpha et l'oméga de l'ensemble des relations internationales, du modèle économique international, du modèle énergétique international.
D'autres facteurs vont être également importants, l'histoire, les rapports culturels, les rapports de commerce entre les pays. Mais la question climatique, de par sa transversalité, elle touche à l'ensemble des secteurs que l'on peut connaître, devient de plus en plus prédominante. Nordin? Oui, la question climatique, clairement, elle a un impact sur les agendas internationaux. Hein. Et cela se voit à travers la multiplication des grandes rencontres internationales et des sommets, depuis le protocole de Montréal à la fin des années 80 jusqu'à le prochain sommet de Sharm el-Sheikh en novembre prochain, en passant par Rio, par Kyoto, par Durban, par Paris, etc. Donc, clairement, la communauté internationale aujourd'hui se préoccupe de manière assidue, et comme jamais vu auparavant, de la question climatique. Mais ces agendas aussi nous montrent autre chose aussi, que vient d'évoquer Samuel, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur la façon, d'abord, d'appréhender la question du climat, et tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de s'attaquer au réchauffement et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et là, vous avez des compétitions entre puissants, Chine et États-Unis. Vous avez une revendication des pays émergents qui considèrent que c'est les pollueurs qui doivent payer, le principe de pollueur-payeur. Et puis, au milieu, nous avons des sommets qui sont marqueurs comme ça de grandes déclarations et de grands engagements, mais sur le papier uniquement. Donc, oui, les agendas internationaux sont clairement marqués par la question climatique. Oui, c'est une question qui va encore nous préoccuper davantage pour les prochaines années et les prochaines décennies, mais en même temps, c'est révélateur aussi des compétitions et des jeux d'ambition entre les puissances internationales et entre les pays émergents notamment. Alors, les observateurs estiment qu'aujourd'hui, cette question des changements climatiques bouleverse également les rapports entre citoyens et gouvernements. Là, on sous-entend surtout, et on fait référence à l'engagement des jeunes et de la société civile de manière générale. Cette question vous inspire certainement un commentaire, Mohamed Amimou. Oui. Je pense que moi, je me suis intéressé à ce sujet-là depuis une quinzaine d'années, essentiellement par ce biais-là. Car j'ai vu une sorte de remise à niveau entre le politique, le scientifique, l'économique et puis le citoyen. Bon, ça a pris du temps pour qu'on puisse écouter tout le monde et que les rôles soient équitablement définis et partagés. Mais c'est un élément très important. Dans l'actualité, il y a des phénomènes qui sont très intéressants. Je prendrai deux exemples. Alors, le premier, c'est lorsque un groupement de jeunes ou de citoyens attaque l'État en justice pour non-respect des engagements climatiques. C'est arrivé aux Pays-Bas, c'est arrivé en France également. Je citerai également le fait que ce soit la jeunesse en particulier, et je parle de la jeunesse occidentale en particulier, et même dans certains pays. Greta Thunberg, la Suédoise, par exemple. La jeune Suédoise. C'est le porte-flamme, justement, de cette question-là. Et il faut reconnaître qu'en termes de sensibilisation de l'audience mondiale, elle a fait bien mieux que différents experts. Il faut le reconnaître. Mais comme je vous le disais... Le cinéma aussi, avec le célèbre film de DiCaprio, le titre me reviendra. J'ai comptabilisé une trentaine de films. The Revenant, voilà, Le Revenant. The Revenant. Vraiment, il y avait les aspects climatiques et les aspects de la nature qui étaient mis en avant. J'ai comptabilisé une trentaine, une quarantaine de films, qu'on appelle les films catastrophes, n'est-ce pas ? Et qui dessinent un avenir dystopique, un avenir hostile, un avenir inquiétant. Donc, ce sont des paramètres qui commencent à être intégrés par la culture. C'est un élément qui est important. Mais pour revenir sur ce que je disais, sur l'aspect de gouvernance, et je pense que ça, c'est vraiment une réelle opportunité. Alors, on observe, d'un côté, des organisations supranationales, des organisations telles que l'Europe, ou des groupes qui se sont créés au sein même des COP. On a vu un ensemble de pays qui va décider de sortir du charbon, ou un ensemble de pays qui va décider de réduire la déforestation et de reboiser leur territoire. Donc ce sont des organisations supranationales. Par contre, il y a également, puisque l'adaptation au changement climatique, ça a été également un des rapports, un des points clés du rapport du GIEC, et qui rejoint finalement la position de l'Algérie, parce qu'on a passé 20 ans à parler d'atténuation des gaz à effet de serre, donc de la cause, mais on n'a pas parlé de l'adaptation. Car le changement climatique est déjà là, il est en cours, il va s'aggraver.
les mesures d'adaptation n'ont pas été suffisamment prises en considération. Donc, je parle de cela pour dire que l'échelle infranationale, donc à savoir l'échelle locale, l'échelle territoriale, est devenue très importante. Un exemple rapidement pour laisser la parole. Lorsque les États-Unis est sorti du protocole de l'accord de Paris, la Californie a maintenu ses objectifs en termes de lutte contre le changement climatique et donc en termes de réduction des gaz à effet de serre. C'est des États indépendants aux Absolument, States, absolument. Chacun a sa C'est loi le cas, et sa mais politique. c'est le cas. La Californie, il faut le souligner, si c'était un État indépendant ou une nation indépendante, ça aurait été la 10e économie mondiale. Et pourtant, avec plusieurs autres États américains et plusieurs autres États canadiens, des actions ont été menées. La plus connue, on en reparlera tout à l'heure, c'est le marché du carbone de cette région. Nordine ? Moi, je revenir sur la question des agendas. C'est très important. Ce qui est à la fois remarquable et effrayant en même temps, c'est que par rapport justement aux conséquences et aux menaces du changement climatique, il y a eu sur le papier un ensemble d'engagements. C'est même moi qui ai parlé de l'accord de Paris. L'accord de Paris, pour la première fois, c'est un accord contraignant. C'est-à-dire pour ceux qui, pour les pays industrialisés qui doivent justement s'engager à réduire leurs émissions, leur émission de CO2 et à décarboner. Le terme aujourd'hui est... Sauf que sur le terrain, c'est autre chose qui est en train de se passer. Et on le voit très bien quand on fait la comparaison entre, par exemple, on faisait de l'histoire tout à l'heure, entre le sommet de Rio, où la question a été clairement posée, puisqu'elle était posée sous l'aspect humain. On a une humanité aujourd'hui qui est menacée entre Rio et Glasgow, pour parler de la dernière COP par exemple. Il y a très très peu de progrès qui ont été faits. Alors, et on revient à cette question qu'on avait abordée tout à l'heure, c'est le jeu de puissance et de la concurrence entre les grandes puissances industrielles, et puis aussi cette ambition des pays émergents à ne pas être le dindon de la farce, excusez-moi l'expression, et être le bouc émissaire justement de cette compétition-là. Et ils n'acceptent pas qu'on leur demande aujourd'hui de faire des efforts pour quelque chose dont ils ne sont pas responsables. C'est très important. c'est ça, j'allais poser cette question Sur tout la à question, l'heure. si tu permets, Oui. Ahmed, sur la question des sociétés civiles, moi je pense, je parle sous contrôle de ça, mais bon, je pense que d'abord c'est une réalité qui est relative aux pays occidentaux. On a dans ces pays-là, parce que le prix à payer est plus important, parce que l'impact de l'industrialisation est très important, parce qu'il y a une culture écologique qui est importante et qui s'exprime aussi par l'existence de formations politiques qui sont puissantes et audibles dans leur pays. C'est pas le même contexte que dans les pays émergents. Ça commence. On s'en inspire. Voilà, ça commence. Chez nous, par exemple, on a des associations aujourd'hui qui sont très présentes. Je peux en citer une, Torba par exemple, qui fait un travail extraordinaire aujourd'hui et qui fait non seulement de la sensibilisation, mais aussi qui travaille sur l'encouragement du développement durable, y compris en agriculture. C'est important. Alors la question, j'allais la poser tout à l'heure, mais rien ne m'empêche de la poser maintenant. Mohamed Amimour, finalement, cette mobilisation internationale, on parlait des agendas, et finalement ces grandes puissances qui sont toujours derrière la pollution ou les pollutions. Est-ce qu'à votre avis, elles sont prêtes à jouer le jeu dans quelques temps ? Aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas le cas. Mais dans quelques temps, est-ce que réellement elles seront aptes à jouer le jeu, à limiter les gaz à effet de serre, puisque c'est elles qui produisent le plus ? Bon, là, je suis presque obligé de vous contredire, ou du moins de distinguer entre les différentes puissances. Alors, si je prends le bloc européen, le bloc européen fait le C'est forcing. différent. Hein. Fait le forcing, et depuis le début, et veut être exemplaire sur le sujet climatique depuis très longtemps, depuis le début pratiquement. Depuis, on va dire que le sujet est devenu sur l'agenda international et national des pays depuis Copenhague. D'ailleurs, on reproche aux différents candidats européens de ne pas tenir leurs engagements, souvent sur la question climatique. Absolument, absolument. Et C'est là mon regard. Absolument, absolument. C'est là où on retrouve un petit peu la coopération, si je puis dire, entre la société civile et les médias en Occident sur cette question-là. Donc non, concernant le bloc de puissance européenne, elle est absolument engagée sur cette question-là, avec bien sûr le constat réel qu'ils ne font pas assez, ils le disent eux-mêmes, ils ne font pas assez. La volonté même, j'irais même jusqu'à dire que
une partie de la crise énergétique que l'on vit aujourd'hui est due à certains mauvais choix, mauvaises décisions qui ont été faites en surinvestissant certains domaines, en désinvestissant dans d'autres domaines. Maintenant, on peut parler d'autres puissances. On peut parler des États-Unis et de la Chine, ou de l'Inde, qui devient un grand émetteur également. La Chine, on se rappelle, jusqu'à Copenhague, était effectivement réticente, non pas à prendre en charge la question climatique, mais à adopter le système onusien de l'époque, qui dépendait justement d'objectifs contraignants, qui devaient être vérifiés par les organismes internationaux, où elle voyait là justement une atteinte à sa souveraineté. Ce qui a finalement fait débloquer la situation, c'est la COP de Paris, où on demande à tout le monde, finalement, de bien vouloir être volontaire et poser sur la table leurs propres ambitions et leurs propres engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre, des engagements que chaque pays sera responsable pour le contrôle de ces engagements-là. Et ce n'est que comme ça qu'on a aujourd'hui une sorte de mouvement assez important. On peut dire que 50% des émissions aujourd'hui sont sous des politiques qui gèrent la question du climat. Il y a encore plein de choses à faire, bien entendu. La première à laquelle on peut penser, nous, pays en voie de développement, c'est les fameuses sommes qui ont été promises depuis Copenhague, les 100 milliards de dollars à partir de 2020 chaque année. Qui n'ont jamais été versés. Jamais. Le fonds n'a jamais dépassé les 10%, mais ce n'est pas une nouveauté. Alors, c'est là où on doit ouvrir une petite parenthèse pour dire à nos amis occidentaux, européens, il y a toujours eu méfiance de la part des pays en voie de développement vis-à-vis de l'Occident, et ce n'est pas tout à fait par hasard. Donc, il y a un moment, il va falloir comprendre qu'on ne pourra pas résoudre l'équation climatique sans intégrer le sud de la planète. Très bien. Alors, sur cette question, Ahmed, précisément, ce que vient de dire, c'est l'idée de un pas en avant, deux pas en arrière. Je m'explique. Quand vous reprenez l'historique des différentes COP, des différents sommets mondiaux sur le climat, entre Rio et Paris, c'est-à-dire entre il y a 30 ans et 2015, il s'est pratiquement rien passé. L'accord de Paris, il y a eu un accord contraignant pour obliger, du moins sensibiliser les pays, notamment industrialisés, à faire baisser la température de 1,5 degrés, ou encore mieux, scénario extraordinaire, 2 degrés. De Paris jusqu'à Glasgow, il ne s'est rien passé. Sauf qu'à Glasgow, il y a eu 2 recommandations, si je me rappelle très très bien, là je parle sous le contrôle de ces mémoires. On a parlé de la nécessité d'arrêter les subventions des combustibles fossiles et d'arrêter la déforestation à l'horizon 2030. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais face à ça, face à ces progrès et ce recul, vous avez d'autres paramètres qui sont en jeu. Vous avez dans des sociétés industrialisées comme les États-Unis des lobbies. Je parle par exemple du lobby des hydrocarbures et des pétroliers. Le gouvernement, face à ces lobbies-là, négocie durement et parfois à la perte, parce qu'il y a des enjeux économiques très importants à défendre, et vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est assis sur un modèle économique générateur de milliards de dollars de changer tout de suite de paradigme et d'aller vers le solaire ou autre chose. Voilà. Il y a un autre élément aussi, c'est les conflits auxquels on insiste aujourd'hui, géopolitiques par exemple. Ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui donne l'impression qu'on est revenu au débat d'il y a 50 ans, puisqu'il y a une course à l'énergie fossile, parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé et on a des questions et des questionnements inquiets sur l'avenir. Donc, on revient vers ça. Il y a des gens qui sont revenus, il l'a dit tout à l'heure, mais moi, même au charbon. Donc, on est dans une situation vraiment à la fois paradoxale et contradictoire qui, je pense, va être réglée sous l'effet de la contrainte climatique en elle-même. Le jour où on sentira... moi, je me rappelle quand, pour la COP 2015, pour le sommet de Paris, il y avait... On est venu avec une documentation assez inquiétante sur ce qui se passe au niveau du climat. Pour Glasgow, c'était la même chose. Donc, peut-être que pour Sharm el-Sheikh, en novembre prochain, on viendra avec une documentation pour dire, s'il vous plaît, arrêtez, parce que là, on va droit au mur. Donc, voilà, on est dans cette situation-là. Mais je pense que de toutes les façons, les rapports du GIEC, en dépit de ce que disent les climato-sceptiques, les rapports qui sont faits
par les différentes agences onusiennes, y compris par ceux qui sont commandés par la chef, parce qu'on l'oublie aussi, à l'ONU, on a un chef climat qui s'appelle Patricia Espinosa, et qui, à chaque occasion et à chaque rencontre internationale, rapporte des indications et des chiffres qui, de toutes les façons, incitent le comité international à trouver très vite une alternative qui s'explique déjà, on le voit d'ailleurs chez nous, hein, jamais le débat sur le renouvelable n'a été aussi important. Jamais le débat a fait ici même déjà 2 ou 3 émissions jamais tout au le long de la débat saison. sur la recherche d'une alternative aux fossiles n'a été aussi présent, et ça se passe ailleurs aussi dans d'autres pays. Très bien. Mohamed Amimour, allez, 2 petites questions avant de conclure quasiment. Avant ça, oui. rapidement, je Allez-y, suis je vous en obligé prie. de contredire mon ami, obligé. Et pour une raison très simple. Là, je voudrais pointer du doigt justement la responsabilité des médias et des journalistes en général Oui. pour traiter des COP. Là, je parle des COP en particulier. Lorsque les journalistes nomment l'ensemble des COP que j'ai pu couvrir depuis maintenant une quinzaine d'années, le sommet de la dernière chance, le sommet pour sauver la planète, on est obligé à chaque fois Ça, c'est des d'être formules déçu. médiatiques, ça, oui. On est obligé à chaque fois d'être déçu Là, et de voir que la montagne a couché d'une souris. c'est ça. Par contre, je vous prie de me croire, parce que je suis ce sujet-là depuis pas mal de temps, lorsqu'on on observe, je citerai seulement un exemple. Jamais dans une COP, on a cité une énergie fossile nommément. Nommément. À Glasgow, on a cité le charbon nommément. Jamais on a réussi à avoir un engagement financier de la part d'un État donné vers un État donné. À Glasgow, c'est arrivé. Ce que je veux dire, c'est que faire entendre... On attend que ça doit être appliqué aussi. Bien entendu, sûr. bien entendu. Voilà. Cela étant dit, moi, quand j'ai commencé, je n'étais pas invité sur des plateaux pour parler de climat. Aujourd'hui, je sais que dans nos médias, la presse, la télévision, tout le monde en parle, parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est devenu très important. L'ensemble de la planète a fixé des objectifs de neutralité carbone. Là, on en reparlera tout à l'heure. Eh ben, c'est la Eh question ben, que j'allais vous justement, poser. ça va devenir, et c'est ce qui nous inquiète un petit peu aussi, hein. Neutralité, empreinte carbone, c'est dans tous les langages. Alors finalement, cette efficacité. Mais on a l'impression qu'il n'y a que les pays développés qui mettent ça en avant. Alors, Pas trop chez nous. Alors, il faut distinguer plusieurs choses. Alors, le bilan carbone est une chose, parce qu'on a compris aujourd'hui que chaque individu, entreprise, localité a une émission, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, cette conscience finalement collective fait que on commence à observer, on commence à monitorer l'empreinte que chacun. Le petit distinguo qu'il peut y avoir entre un bilan carbone et une empreinte carbone, l'empreinte carbone est plus globale, elle intègre même les produits qui ont été fabriqués à l'extérieur du territoire. Donc, je ferme cette parenthèse-là. Si on ne prend pas en considération, dans un nouveau modèle économique, quel est l'impact à la fois, je distingue encore une fois, sur l'environnement et sur le climat, aujourd'hui, le citoyen peut boycotter un produit, les marchés financiers peuvent se détourner d'un actif financier qui n'est pas à la fois socialement mais environnementalement viable, et ça devient un paramètre, comme ça l'a été à un moment donné pour, par exemple, l'informatique, par exemple, à un moment donné, à l'arrivée de l'informatique, la plupart de nos industries n'étaient pas forcément informatisées. Ensuite, c'est devenu quelque chose de transversal qui occupe l'ensemble des secteurs. Aujourd'hui, lorsqu'on voit l'engagement que prennent les pays envers eux-mêmes, de neutralité carbone, donc y compris par des pays comme la Chine, les États-Unis ou l'Inde, je pense que la direction est tracée. D'accord. Empreinte, neutralité, Non, bilan je- carbone, ça vous parle, non, des naseuses? Juste un mot sur le langage médiatique, sur les COP, sommet de la dernière chance. Il faut rappeler que ce ne sont pas les médias qui expriment ce type de langage, ce sont souvent des ONG, et qui, à juste titre, diffusent un langage parfois alarmiste. Hein. Voilà. Et les médias colportent. Voilà, parce que ces ONG-là jouent la négociation, cherchent des financements et cherchent surtout à convaincre des gouvernements et des États qui disent qu'on a tout à perdre à s'engager, par exemple, sur des accords contraignants
parce que ça coûte de l'argent, parce que ça peut déstabiliser des modèles économiques et parfois des industries entières. Donc ça c'est important. Hein. Il défend la corporation quand même. Hein. Ouais. Il Non, défend la... oui, non, c'est parce que Vous avez raison. Oui, Vous avez Pour le moment, il n'y a raison. que lui qui parle. Moi, je parle. voilà. C'est très très important. Et je reviendrai encore à la question de l'aide financière, encore une fois, promise par les Occidentaux. L'histoire des 100 milliards de dollars, elle date de 2009. Hein. Elle date de Copenhague. Ça n'a pas encore été versé. Il n'y a pas un copec qui a été versé aux pays qui ne sont pas responsables de réchauffement climatique. Donc, c'est pour dire que, encore une fois, sur le papier, dans les engagements, dans les grands forums et dans les grandes tribunes internationales, on parle que des choses intéressantes, on met en avant la solidarité internationale, etc. Mais sur le terrain, on attend toujours. Je resterai d'accord sur le fait que Glasgow, c'est vrai qu'on a nommé le charbon, et puis c'est un avis, on a avancé quand même 2 éléments très importants. C'est le fait d'engager les États à ne plus subventionner les carburants d'origine fossile, plutôt les combustibles d'origine fossile, et aussi arrêter la déforestation. J'espère que pour le sommet de Sharm el-Sheikh en hiver prochain, en novembre prochain, on ira encore plus loin dans ces engagements-là. Quoique je reste sceptique par rapport à ce qui vient de se passer, comme je disais tout à l'heure, en Ukraine et la guerre russo-ukrainienne. Oui, Si je peux l'apostropher, une réaction rapide. rapidement. L'Afrique a toujours eu une posture qui dit nous ne sommes pas responsables. Et on n'a pas à payer pour les autres. Non seulement ça, mais on n'a pas à agir. Or, c'est une erreur qu'on commence à comprendre, puisque l'impact sera sur notre territoire, qu'il y ait des financements extérieurs ou pas. Les phénomènes météorologiques extrêmes, on les aura sur notre territoire. Les sécheresses, on aura sur notre territoire. Les raréfactions de ressources, on les aura sur notre territoire. Les tensions que l'on peut avoir, je citerai le problème entre l'Égypte et l'Éthiopie, qui est exacerbé par la question climatique, sur le barrage qui est fait en amont du Nil. Alors, on ne peut que constater qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'Afrique a commencé à comprendre qu'on ne peut plus maintenir l'immobilisme comme stratégie. Comme tactique, peut-être, mais comme stratégie, ce n'est plus possible. Alors, l'Algérie n'est pas en reste, et depuis Copenhague, on a plusieurs casquettes. On a été plutôt un bon leader pour les positions africaines, un bon leader pour les positions des pays de l'OPEC, puisque justement, très souvent, il y a eu une bataille sémantique extraordinaire qui pointait du doigt l'ensemble des énergies fossiles, sans aucune distinction. Et on voit aujourd'hui, et d'ailleurs même le dernier rapport du GIEC, qu'est-ce qu'il dit aussi? Alors, on ne peut pas compter que sur le renouvelable, c'est impossible. On va devoir utiliser encore d'autres énergies fossiles en comptant sur la captation du carbone. Le gaz naturel est encore identifié comme une excellente énergie de transition, étant faiblement carboné. Donc, l'attentisme, l'immobilisme, que ce soit à l'échelle nationale, infranationale, supranationale, ce n'est plus tenable. D'accord. Alors, il reste 4 minutes. J'aimerais bien qu'on parle de ces fameuses voitures électriques. Oui, Nordine, une réaction rapidement pour parler des voitures électriques et on doit terminer. Il reste 4 minutes. L'Algérie n'est pas dans une position attentiste. Hein. Et là, je ne contredis pas. C'est juste pour rappeler. L'Algérie, elle a un plan climat 2020-2030. Mais elle a aussi des revendications. Elle dit que nous avons des projets justement pour participer à la décarbonisation et à la lutte contre le réchauffement climatique, mais à condition que les Occidentaux et les grands pays industrialisés jouent le jeu. Voilà. Et parmi les projets, nous, qu'on est en train de défendre, mais qui dépendent aussi de financement parce que ça coûte très cher, vous avez bien sûr le barrage vert, voilà, qui est très très important. Et puis vous précurseur. Voilà, et que vous avez l'utilisation du solaire dans l'irrigation dans le Grand Sud algérien, dans les hauts plateaux. Donc, sur la position de l'Algérie, elle est extrêmement intéressante. Il faudrait peut-être, ça c'est une appréciation que je fais comme ça, il faudrait que vous en avez le droit, vous êtes consultant d'émission. Voilà, il faudrait que notre ministère de l'Environnement soit un peu plus, d'abord, sur la scène nationale, un peu plus audible et défendre davantage nos intérêts. Je vous laisse. Vous voulez encore Oui, non, rebondir? rapidement. Ouais, c'est un Juste beau pour- tac au tac entre vous ce soir. Hein. Non, pour dire que j'ai travaillé J'en sur fais le les plan frais, national hein. climat, sur le plan national climat, effectivement, sur le plan institutionnel et sur le plan de formation des cadres, à la fois des ministères, des agences sous tutelle, des réglementations, des lois, on est prêt. Lorsque je parle d'attentisme, c'est de conditionner une grande part de l'adaptation
au changement climatique au financement extérieur. Que l'on conditionne la part de l'atténuation, c'est compréhensible. Et c'est absolument normal. Mais à ce jour, le péril, la menace que je vois moi-même, c'est dans l'appréhension de la menace des phénomènes météorologiques extrêmes et ses répercussions sur le territoire. Très bien. Plus de réaction, c'est bon, je peux poser la dernière question. Allez, c'est la toute dernière. Les voitures électriques, Oui. elles sont à la mode. On le voit dans les pays occidentaux, c'est pas encore le cas chez nous. Mais finalement, cette voiture électrique, elle n'est pas si écologique que cela. Parce que là, aujourd'hui, les experts mettent le doigt sur les batteries, sur les matières qui composent ces batteries, l'arrière de la cuisine. Là, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Quel est votre commentaire là-dessus? Alors, premier commentaire, une voiture électrique, donc il doit être rechargée dans une prise électrique, qui est lui-même connecté à un réseau électrique, qui est lui-même connecté à des générateurs électriques. Si ces générateurs fonctionnent au charbon ou au pétrole, il y aura toujours des émissions qui sont délocalisées ou déplacées. Donc, il faudrait un mix énergétique à 100% renouvelable ou à 100% décarboné pour que cette voiture électrique, justement, son bilan carbone de sa production, utilisation, recyclage soit net zéro. D'accord. Là, je sous-entends le lithium des batteries. Alors ça, c'est une question environnementale. Mais sur la question climatique, comme je vous le disais, si l'électricité qui vient pour alimenter cette voiture électrique vient du charbon, les émissions de gaz à effet de serre sont toujours là. D'accord. Ceci d'une part. D'autre part, le plus grand problème des véhicules et du transport, et je rappelle que dans le secteur du transport, c'est la voiture qui pollue, j'allais dire pollue encore une confusion, qui émet 60% des émissions de l'ensemble du secteur de transport. L'avion, lui, c'est 11%. Donc, le plus grand problème, ce n'est pas les voitures à venir, mais c'est le parc existant, qui représente, lui, grosso modo, 4/5 de l'ensemble des véhicules. C'est-à-dire que les véhicules neufs, qu'ils soient électriques ou hybrides ou autres, ne seront que 1/5 de l'ensemble du parc automobile. Alors, je comprends que l'ensemble des constructeurs qui vont forcément vendre un produit plus cher, avec une chaîne de valeur qui est réduite à moitié, puisque le moteur électrique lui-même est un moteur qui est simple, ce n'est pas comme le moteur thermique. Quoi qu'il en soit, ces postures-là sont des postures économiques, mais même de grands constructeurs, je citerai le groupement Stellantis ou d'autres marques, pensent qu'on peut faire face au changement climatique, mais également avec un moteur thermique qui va consommer moins, des moteurs thermiques qui vont rouler au gaz naturel, qui vont émettre moins de CO2, moins de particules fines, moins de NOx. Et c'est à ce moment-là où on comprend que pour trancher la question climatique ou la question environnementale, un levier, c'est le facteur sanitaire. Merci beaucoup. Mohamed Amimour, ingénieur en géophysique, je rappelle, doctorant en économie de l'énergie, expert consultant énergie en changement climatique. Merci pour tous ces éclaircissements. Et Nordine Azouz, bien sûr, directeur de rédaction de Reporter. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite des programmes sur Al24 News. À la semaine prochaine. Bonsoir. هذا البرنامج برعاية موبيليس شركة تكنولوجي والراعي الذهبي للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.